Chers amis, chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien, toujours dans ces très beaux studios. Vous êtes sur la chaîne du Verbe Haut et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Frédéric Poisson. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Eh ben, c'est moi qui vous remercie puisque j'ai eu l'occasion de lire votre dernier livre aux éditions du Verbe Haut, tout le monde l'aura compris. Et pour ce livre, eh ben, nous allons un petit peu décortiquer la pensée libérale. Nous allons revenir sur deux, trois individus fort intéressants, malheureusement assez peu connus. Mais avant, il faut que je vous présente tout de même, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez été maire de Rambouillet, vous avez été député des Yvelines et vous avez été président, vous l'êtes toujours, si je ne me trompe pas, du Parti Oui. chrétien-démocrate renommé VIA, La Voix du Peuple. Mm. Bien. Et vous êtes un proche, il faut le dire aussi, de Paul-Marie Couteau. Avec lui, vous avez créé Le Nouveau Conservateur, qui est un magazine, Qui est une revue, une revue, mais mensuelle désormais. une revue mensuelle qu'il s'agit de lire parce que j'étais tombé dessus il y a quelques temps et je trouve que c'est une revue très intéressante qui Merci. prend un peu de hauteur, un peu de profondeur vis-à-vis des articles. Et ça change un petit peu de la presse mainstream, comme on dit. Et vous êtes également quelqu'un qui est proche d'un courant de pensée, même plus qu'un courant de pensée, je dirais, c'est presque une voie politique, un peu oubliée, qu'est le catholicisme social. On va décortiquer ça ensemble. Mais d'abord, il s'agit de présenter le livre. Ce livre, c'est La dictature du bien aux éditions du Verbe Haut. Donc c'est la dernière publication des éditions du Verbe Haut. On va parler du livre, bien sûr. Mais avant, une question un peu personnelle, je dirais, puisque en parcourant votre biographie, j'ai noté une chose qui me semble intéressante dans le parcours d'un homme politique. C'est assez rare. Vous avez fait des études de philosophie, vous êtes docteur en philosophie, Oui. et pourtant vous êtes ce qu'on appelle un cancre, en tout cas un mauvais élève, puisque j'ai noté, parce que bon, Wikipédia dit tout et son contraire, mais parfois il y a des choses justes, j'ai noté que vous étiez un décrocheur scolaire, donc passer d'un décrocheur scolaire à un doctorant en philosophie, c'est quand même pas mal. Il y a un bond, si je puis dire. Et dans cette biographie, j'ai noté que vous étiez converti dans votre jeunesse au catholicisme. Alors pourquoi ce besoin de transcendance, cette quête de réponse alors que vous ne venez pas, à moins que je me trompe, d'une famille, catholique, traditionnelle où grosso modo le catholicisme c'est du berceau, jusqu'à la fin de la vie, grosso modo c'est culturel? Non, vous, il y a quelque chose peut-être de plus personnel, quelque chose qui s'est passé? Oui, c'était il y a 44 ans maintenant. À la fin du mois de janvier 82, j'étais en classe de terminale pendant un cours de philosophie. J'ai été un décrocheur scolaire très très performant. J'ai fréquenté un nombre d'établissements pendant ma carrière de collégien et de lycéen très supérieur au nombre de classes qu'il a fallu pour arriver jusqu'au baccalauréat. J'étais absolument pas intéressé par ce que j'apprenais à l'école. J'ai arrêté d'y aller pendant un certain temps, bref. Et puis j'y suis retourné par nécessité parce que je me suis dit un jour, je vais quand même pas pousser des caddies toute ma vie. Ça m'intéressait pas vraiment comme perspective. Je suis retourné à l'école en me disant, bon, bah, je vais aller au plus facile, je vais apprendre des langues, je serai professeur de langue puisque j'avais la chance, comme d'ailleurs mes frères et sœurs aussi, d'avoir une oreille assez développée et des compétences pour ça. Et j'y suis revenu en classe de première et en classe de terminale, j'ai découvert la philosophie. C'est ça qui a changé ma vie. Euh, on cherche, c'est la célèbre phrase de Blaise Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé d'une certaine manière. On cherche tout ça en fait. Alors de temps en temps, la quête de la transcendance, mettons ça au neutre si vous voulez, euh, elle peut être étouffée, elle peut être évacuée, elle peut être niée, elle peut être transformée en autre chose, mais elle reste là. Je pense que la nature humaine a besoin de dépassement, de trouver quelque chose de plus grand qu'elle. Et parfois elle le trouve de manière horizontale, parfois elle le trouve de manière verticale, ça dépend un peu de la vie de chacun et de ce qu'on peut en faire. Bon. Et donc c'est à l'occasion de cette découverte de la philosophie que voilà ma conversion est survenue. Donc j'ai arrêté le décrochage scolaire pour des raisons simplement de prudence et d'organisation de la vie à moyen terme, on va dire ça comme ça. Puis
comment dire, le bon Dieu m'est tombé dessus d'une certaine manière, voilà, depuis ce 30 janvier 1982, et depuis, je ne l'ai pas quitté. Enfin, je ne l'ai pas quitté. Lui ne m'a jamais quitté. Moi, de temps en temps, je m'éloigne un peu parce que la vie est pas facile, comme vous savez, mais voilà, on fait tout ce qu'on peut sous ce rapport. Mais en tout cas, ça nourrit à la fois ma conviction intellectuelle, ma vie de tous les jours, mon action politique, je crois. Voilà, c'est indissociable de ce que je suis et de ce que je fais. Mmh. C'est un fil important et c'est pour ça que je voulais en parler en introduction parce que, à mon avis, peut-être que c'est une erreur de lecture, mais je pense pas. Il y a un fil rouge donc dans ce dernier livre, La dictature du bien. Titre intéressant puisque, au premier abord, la dictature, le bien ne font pas bon Ça ménage. colle pas. Ça ne colle pas et pourtant, plus on creuse, aussi bien dans le livre que dans l'actualité et dans des événements aussi bien récents que pas si récents que ça, on note quand même qu'il y a quelque chose. Alors tout d'abord, le terme démocrature, vous développez un petit peu cette idée en reprenant les travaux de Max Ligny-Gégoumaz. Donc un type de gouvernement, un régime, un phénomène global de plus en plus visible. Qu'est-ce que c'est que cette démocrature? Puisque moi, je suis un grand naïf et j'ai toujours cru aussi bien mes profs que les hommes politiques ou que sais-je, qui m'expliquaient que nous vivions en France, dans un beau pays, la démocratie, chacun avait le droit à la parole, le suffrage universel, bon bref, etc., etc., l'état de droit, on va revenir aussi sur l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que cette démocrature et surtout en quoi il y a un lien avec la démocrature et la France de 2026? Mais avant de répondre précisément à cette question, un mot sur les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Et cette raison, je pense que beaucoup de nos auditeurs peuvent la reprendre à leur compte, sinon qu'ils ne la partagent déjà. C'est-à-dire cette espèce d'arrogance, au fond, à la fois, mais d'assurance et de hauteur, au mauvais sens du terme, avec laquelle ou avec lesquels les dirigeants d'aujourd'hui, en France en particulier, mais pas qu'en France, grosso modo le monde occidental, sauf exception, il y en a, nous expliquent qu'en réalité, ils sont, eux, les défenseurs de nos libertés et ils nous protègent contre les régimes autoritaires et contre les régimes illibéraux. Ça, c'est le discours officiel. Puis dans la pratique, on se rend compte tous les jours, spécialement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en France, spécialement, que entre ce discours-là qui prétend préserver nos libertés contre les pires maux de la terre, d'un côté, et la réalité de ce que nous vivons tous les jours, c'est pas un décalage qu'il y a, c'est un gouffre. Oui, fait encore un gouffre, c'est petit. C'est petit. Enfin, on parle pas du même monde, en réalité. Et je me suis dit, alors d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils mentent? Ou est-ce que derrière ce discours-là, il n'y aurait pas finalement une mécanique qui se déroule? Donc c'est à partir de cette collision apparente entre le discours et les faits, je me suis dit, mais quelle est l'origine de cette collision? D'où est-ce que ça vient? Alors, ils mentent, oui, tout le temps. Ils sont bêtes, beaucoup d'entre eux. Mais en plus, et c'est ça l'objet de ce livre, c'est qu'en fait, non, c'est un projet politique qui se déroule, qui ne dit pas son nom, et qui passe par, et c'est là que j'en viens à la question de la démocrature, qui passe par une confiscation camouflée du pouvoir démocratique en maintenant l'illusion de la démocratie. La démocrature, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une oligarchie, en fait, au sens où les philosophes grecs employaient cette expression, c'est-à-dire le gouvernement d'un petit nombre à son propre profit, une caste qui confisque le pouvoir pour ses propres intérêts ou pour des projets politiques qui ne sont jamais présentés au peuple comme choix et qui font tout pour que ça ne se voit pas. Sauf qu'à un moment, évidemment, ça finit par se voir. Mais même quand ça commence par se voir, alors on fait taire les opposants, on censure les réseaux, on discrédite ceux qui critiquent, enfin toute la mécanique que nous voyons. Et M. Ligny-Gégoumaz, que je cite, qui est le premier à avoir étudié et décortiqué sur le plan sociologique des démocratures, en prenant comme exemple un pays d'Afrique, ou plusieurs pays d'Afrique, il dit ça au fond, que c'est une opération de confiscation de tout, du fonctionnement des institutions, des richesses du pays, de pouvoir sur les médias, enfin, mais en maintenant l'illusion de ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme politique, la désignation des dirigeants
par voie d'élection au suffrage le plus universel possible, et puis un fonctionnement, une séparation des pouvoirs qui existe sur le papier. Voilà. Et en lisant M. Liligier Goumas, qui écrit son livre il y a une quarantaine d'années, je me dis, mais ça me rappelle vaguement quelque chose. Mmh. Vaguement quelque chose. Voilà, donc la démocrature, qui est effectivement le point d'entrée dans ce livre, c'est une confiscation objective, mais camouflée, ou en tout cas qu'on tente de camoufler, de la pratique du pouvoir et de ce qui est lié aux yeux du peuple, qu'on maintient dans une forme d'illusion, en lui faisant croire qu'il décide. Mais alors, moi, comme je vous l'ai dit, moi, je reste un grand naïf certainement, mais je pensais que justement les possibilités, tout ce que nous offrait la démocratie dans laquelle nous étions, le marché, fondé sur la consommation, nous offrait un maximum de liberté et que ces libertés-là contenaient en elles-mêmes ce qu'on appelle la démocratie. Mais si je vous suis, après on va développer avec des exemples précis, mais si je vous suis, notamment depuis Emmanuel Macron, puisque j'ai bien noté que vous avez insisté là-dessus, euh, nous avons basculé dans quelque chose d'autre. Et en quoi, pourrait-on dire, Emmanuel Macron est ce pivot, ce moment de bascule qui fait que nous sommes passés depuis 2017, donc grosso modo depuis 10 ans, donc autre chose, alors qu'avant, peut-être que, est-ce que c'est un processus lent ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement? Est-ce que à l'occasion de certains événements, je pense qu'il y a ça aussi, les choses se sont mises à s'accélérer? Il y a d'abord il y a un épisode dont les Français se souviennent peut-être pas beaucoup. C'est l'état d'urgence post-attentat du Bataclan dans la première moitié de l'année 2016. Mhm. Il se trouve que j'étais alors vice-président de la commission des lois et que j'ai été en charge du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la façon dont le gouvernement utilisait les pouvoirs qui lui étaient donnés pour, grosso modo, maintenir l'ordre sans recourir à des décisions de justice. Par exemple, pendant l'état d'urgence de l'époque, la loi a changé depuis, l'état d'urgence de l'époque, on pouvait vous assigner à résidence parce qu'on considérait que vous étiez dangereux, sans qu'une décision de justice ait donné l'autorisation à l'État de vous assigner à résidence, c'est-à-dire de vous maintenir chez vous. Dans un régime, dans un temps normal, vous êtes assigné à résidence si vous avez été condamné. Ou alors, dans un temps normal, on n'a pas le droit de perquisitionner votre voiture sans autorisation du juge. En l'état d'urgence, on a le droit. Donc l'état d'urgence est un état dans lequel la séparation des pouvoirs est en partie suspendue, puisque le gouvernement, le pouvoir exécutif peut agir sans ordonnance judiciaire, sans autorisation de la justice, dans un sens qui va dans un sens de la réduction d'un certain nombre de libertés individuelles pour protéger la sécurité des citoyens. Cet état d'urgence a été décidé 12 jours par le chef de l'État, c'est la Constitution, au bout de 12 jours, 3 mois par le Parlement, puis tous les 3 mois, il fallait redemander l'autorisation de le prolonger. Mais prolonger l'état d'urgence, ça veut dire prolonger la situation dans laquelle la séparation des pouvoirs est partiellement suspendue, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire consiste à donner à l'exécutif des pouvoirs qui, en principe, sont impossibles à exercer sans l'aval et donc des décisions judiciaires. Donc on est dans un régime d'exception dans lequel les libertés sont réduites. Les Français ne se souviennent pas de ça parce que ça les a assez peu concernés. Un état d'urgence, ça ne veut pas dire qu'on met davantage de policiers dans la rue, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller sans autorisation, perquisitionner la nuit chez les gens, ça veut dire qu'on peut traquer les malfrats de manière plus énergique et plus rapide. Mais on est quand même dans un régime d'exception. Et j'ai voté contre, moi, systématiquement, à part la première prolongation au-delà des 12 premiers jours, que comme parlementaire, j'ai voté pour. Toutes les prolongations ensuite, j'ai voté contre, considérant que l'état d'urgence n'avait plus d'utilité et qu'en plus, il y avait un danger à installer l'idée que, au nom de la sécurité, on peut raboter les libertés fondamentales. Parce que l'enjeu, c'était ça. Que vous le fassiez pendant un temps pour coxer les méchants et attraper les malfrats, très bien. Que vous l'installiez durablement, ça commence à poser un problème. Il y avait les prémices déjà de ça. Ce qui se passe avec la présidence Macron, à la différence des présidences précédentes, c'est que le fait de la suprématie du marché sous toute autre forme de considération, maintenant,
est consacré comme un principe d'organisation politique et sociale. Alors, il y avait là aussi déjà des prémices. Quand, pendant le mandat Hollande, euh, on découvre qu'on peut acheter des bébés sur Internet, et comme quand vous allez chez votre concessionnaire automobile, vous pouvez choisir les options, la couleur des cheveux, le QI, etc. Voilà. Ça vous coûte entre 20 et 30 000 $. D'acheter ça en Ukraine, parenthèse fermée. Et que je saisis le procureur de la République de Versailles pour lui dire, monsieur le procureur, c'est par le biais de téléphones fournis par des opérateurs téléphoniques français qu'on accède au site ou qu'on a des contacts téléphoniques pour acheter des bébés. Il y a la complicité de quelque chose qui est grave. Le procureur ne bouge pas. Le garde des Sceaux de l'époque, Madame Taubira, ne bouge pas. Et donc la marchandisation de l'être humain, c'est pas Macron. Mais c'était d'une certaine manière une espèce d'excroissance, une espèce de kyste purulent dans les périodes précédentes. Avec Macron, ça devient la règle. Parce que c'est la différence entre le néolibéralisme et le libéralisme. Pour les libéraux, c'est la liberté individuelle qui est première et le marché est au service de la liberté individuelle. Pour les néolibéraux, c'est l'inverse. C'est le marché qui est premier et la liberté individuelle doit être au service du marché, même si pour faire fonctionner le marché, il faut contraindre les libertés individuelles. Il faut qu'on Voilà la revienne mutation. là-dessus, mais il y a une chose importante dans ce que vous nous avez dit là. C'est que à partir du moment où on a ouvert une boîte de Pandore, à partir du moment où on a décrété qu'il était nécessaire de sacrifier les libertés au pluriel, euh, au nom de la sécurité, eh ben, tout allait bien. Mais lorsque j'écoute justement des hommes politiques, des journalistes qui nous expliquent qu'il faut garantir, quoi qu'il en coûte, la sécurité, euh, n'importe qui est prêt à sacrifier justement ces libertés-là. Oui. Mais si je vous suis, on n'a pas de possibilité de retour en arrière. Parce qu'à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est fini. Il y a toujours des possibilités de retour en arrière. Il y a des conversions des sociétés comme il y a des conversions des personnes. Je suis bien assez pour savoir ce que c'est. C'est une question de pédagogie, au fond. Je cite dans mon livre la phrase de Rousseau, on est tout à fait libre en prison. Hein. Enfin, vous êtes en parfaite sécurité en prison, donc il ne peut rien vous arriver, mais vous êtes en prison. C'est une question de choix de société, au fond. Il est parfaitement possible de vivre dans une société dans laquelle l'ordre public est défendu, la sécurité des citoyens est protégée, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'ennuyer, y compris les honnêtes gens. Quel est le problème? Le problème, c'est pas d'ennuyer les méchants. C'est pas de punir les malfrats. Ça, c'est la moindre des choses, d'ailleurs. Si on le faisait un peu plus, et de manière un peu plus ferme, on aurait sans doute moins d'ennuis. C'est que, parce qu'on a renoncé, justement, à des sanctions exemplaires, à des moyens coercitifs, mais vraiment coercitifs, alors on arrose large. C'est-à-dire, plutôt que de concentrer le jet d'eau, c'est comme quand vous nettoyez votre voiture. Si vous concentrez votre jet d'eau sur un point, la tâche qui résiste, elle va partir tout de suite. Mais si vous élargissez le truc, ça partira pas. Donc c'est une question de pression au bon endroit, au fond. Et on est tout à fait en France, c'est-à-dire que plutôt, je vais parler métaphoriquement, je dis ça pour nos auditeurs, pour pas qu'on ait des problèmes plutôt que d'écarteler en place publique les bandits de grand chemin, pour l'exemple, et on leur donne des petites peines, puis après ils recommencent, et puis mais pour leur donner des petites peines, en fait on ennuie tout le monde. Et donc ça nécessite le retour en arrière est possible à la condition qu'une forme là aussi de changement de manière de voir, de point de vue au sens topographique du terme. Il faut vraiment se déplacer pour dire notre problème maintenant, c'est effectivement que le droit soit un peu moins protecteur des coupables, un peu plus protecteur des victimes, et qu'on soit d'une fermeté accrue à l'égard de ceux qui commettent des choses graves. Ça n'est pas la manière dont l'appareil judiciaire français fonctionne aujourd'hui. C'est pas le droit qui est en cause, à part les problèmes de procédure et de droit des victimes, enfin de droit de la défense, qui deviennent exorbitants, qui empêchent parfois la justice de suivre son cours. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment la manière dont, culturellement, on est prêt à appréhender la question de la délinquance et de la criminalité et de la punir à sa juste mesure. C'est tout à fait possible. Ça nécessite un changement de manière de voir et un changement de personnel surtout. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Voilà. Et finalement, dans ce processus-là, le problème n'est plus les malfrats, les délinquants ou que sais-je, du bas et du haut d'ailleurs. Mais
le peuple dans son entier, puisque finalement, s'il s'agit de surveiller tout le monde et de poster, même si ce n'est pas physiquement un flic derrière chaque citoyen, chaque individu, la conclusion, normalement, tombe d'elle-même. C'est-à-dire que le peuple, entre guillemets, les citoyens deviennent le problème, puisque finalement, comment réussir à les gérer? Est-ce que, par exemple, l'épisode des Gilets jaunes, qui connaît peut-être encore, n'existe plus vraiment, mais avec l'augmentation soudaine du prix du baril, etc. Est-ce que tout ça n'est pas latent? C'est-à-dire que cet épisode-là a bien montré que, eh ben, comment gérer une population qui soudainement se soulève à partir d'un- d'une petite question, d'un questionnement qu'on avait presque oublié, parce que finalement, avoir un prix du baril à peu près moyen pour pouvoir faire ses courses et aller au boulot, c'était une question qui ne se posait plus. Mais ces questions-là, finalement, elles finissent toujours par revenir. Et lorsqu'elles reviennent, et qu'on les a un peu oubliées, comment gérer une population qui se dit, bon, bah écoutez, maintenant, on nous a assez menti, pardonnez-moi l'expression, mais on se fout clairement de notre gueule, et on n'a plus les moyens de vivre. Et à ce moment-là, comment les gérer? C'est bien le problème. Là. C'est d'ailleurs peut-être ce à quoi notre pays va être confronté dans un avenir proche. Personne n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que le mélange, qui est là encore très macroniste, hein, il y avait chez François Hollande une forme de paresse. Même physique, ça se voyait. Une forme de paresse. Enfin, on avait l'impression qu'il n'avait pas très bien compris en quoi consistait le fait de diriger l'État. Donc, ok. Mais il y avait pas de. Bon, il y avait du bobard parce que d'une certaine manière, ça peut faire partie de Il l'exercice. faut la forme. Mais il y avait pas de mépris, il y avait pas d'arrogance, il y avait pas de supériorité, il y avait pas de. Le macronisme, c'est l'inverse. Et je dis souvent que pour continuer un peu sur le registre de la vie politique, j'ai affronté à peu près tous les ministres des gouvernements Hollande les uns après les autres quand ils étaient au banc et moi dans l'hémicycle. Mais même si on n'était pas d'accord, on avait quand même l'impression de parler à quelqu'un. Vous débattez avec Christiane Taubira, Marisol Touraine, François Rebsamen, Michel Sapin, etc. Vous en face de vous des gens qui ont fait leur classe, qui ont une culture politique, qui savent ce que c'est que les institutions, qui ont le sens des règles et des codes, écrites, non écrites, ou écrits, non écrits, donc qui connaissent la pratique des institutions. Mais si vous vous mettez sur le nez, c'est... Bon. Là, avec l'arrivée, M. Macron se félicite que ces parlementaires soient des amateurs au début du quinquennat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Pour faire peuple, d'ailleurs. Oui, mais enfin, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. C'est ça. Donc, c'est comme filer les clés d'un semi-remorque à quelqu'un qui aurait le permis de conduire. Si vous voulez, ça ne peut pas faire autre chose que des catastrophes. Et donc, il y a, en plus de cette ligne idéologique qui est l'objet de mon livre, cette pratique, cette attitude politique. C'est avant tout, je pense, une attitude politique. C'est Gilles Legendre, président du groupe Renaissance groupe parlementaire Renaissance à l'Assemblée nationale, qui un matin dit à la radio, dans une matinale, les Français ne comprennent pas ce qu'on fait parce qu'on est trop intelligents. Quand vous en êtes là, si vous voulez, il n'y a plus de docteur, vous comprenez. Donc, quand le fossé s'accroît, quand les Français ont le sentiment d'être manipulés, promenés, méprisés, appauvris, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit une grande dedans, il y a un moment où c'est un effet de débordement. Les gilets jaunes, c'est un effet de débordement, c'est-à-dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, très clairement. Et là, on peut être amené à revivre cet effet de débordement à cause de cette conjonction de l'attitude politique des dirigeants qui d'un mépris et d'une suffisance qui deviennent insupportables, qui a rendu méchants des gens qui ne sont pas méchants. C'est ça qui me frappe le plus. Et ça permet de toucher du doigt aussi la puissance du pouvoir politique sur les sociétés. Moi, je vois autour de moi des gens qui ne sont pas du tout enragés, pas du tout colériques, pas du tout... Voilà. Quand ils voient Macron, ils changent de chaîne, ils ne peuvent plus physiquement. Ils ne supportent plus. Ça, c'est quand même très mystérieux, quand même. Bon, il faut arriver à un point de haine et de ressentiment jamais atteint, je pense, dans l'histoire politique française, en tout cas récente. Et comment est-ce quand la foule déborde à cause de ça, plus toutes les circonstances socio-économiques et sociales qu'on peut connaître par ailleurs, comment est-ce qu'on la maîtrise? Bon, on lui tape dessus, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Enfin, c'est pas la solution que je préconise, mais je regarde. Effectivement, pour éviter d'avoir
dans un souci de prévention, et c'est ça qui peut être séduisant, en particulier pour ceux qui ont quelque chose à perdre. Euh, on dit, pour éviter que ça arrive, on va censurer les réseaux, on va décrédibiliser les adversaires, on va organiser une société du contrôle pour que ça n'arrive pas. Et en fait, vous ne pourrez plus rien faire sans qu'on vous surveille, mais vous serez tranquille. Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé un des chapitres de mon petit livre La bourse ou la vie. C'est si vous voulez qu'on vous garantisse le contenu de votre bourse, renoncez un peu à votre vie, ce sera beaucoup plus simple. Eh ben, justement, puisque il s'agit aussi de parler du livre, vous faites une sorte de généalogie du phénomène de contrôle, si je résume à grands traits. Oui. Pour essayer de développer cette idée de contrôle généralisé, puisque vous me dites, un exemple qui effectivement, et je l'ai vérifié aussi, les gens ne supportent plus Macron. C'est une réaction épidermique. On change de chaîne, bref, je ne le supporte pas, etc. Et pourtant, il a été réélu. Donc, comment fonctionne ce contrôle généralisé? Parce que ce contrôle-là, il peut être aussi bien au niveau des prix, il peut être aussi bien au niveau de la police, des lois, etc. Mais à mon avis, le plus subtil, c'est lorsque le contrôle rentre dans votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. C'est la petite phrase de Fouché à Talleyrand que je mets en exergue dans un de mes chapitres où Fouché explique à Talleyrand dans le film de Souper. De Souper, oui, oui. Jean-Claude Briseville, si nos auditeurs n'ont pas vu ce film, Fabuleux. il faut regarder ça. Vous trouverez ça sur YouTube très facilement. Et Fouché qui explique, qui est l'inventeur en fait du renseignement structuré et organisé. Ministre de la police de Napoléon. Ministre de la police de Napoléon. Pardon. Qui explique à Talleyrand qu'en fait c'est quand la règle est intériorisée que la police est le mieux faite. Là, ce qui s'est passé, c'est le gouvernement par la peur. J'apprends rien, je pense, à nos auditeurs en disant ça. Encore une fois, c'est l'argument de la sécurité. On entend la sécurité, c'est la première des libertés. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sujet à discussion, au moins. Est-ce que c'est la première des libertés? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que la vie elle-même n'est pas quelque chose d'insécure? La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, disait Woody Allen, donc on sait que c'est dangereux comme exercice. Bon. Mais ce que je crois, c'est qu'il a été réélu parce que le système du management par la peur a parfaitement fonctionné. Fondé ou pas, je ne suis pas sur ce registre-là, je dis simplement la rhétorique qui a été utilisée dans toutes les élections nationales depuis 2017, toutes sans exception, européennes, législatives, présidentielles. Toutes. Et même municipales. Et un peu les municipales, en tout cas sur cette édition-là, c'est vrai. Systématiquement, ça a été ça. Le paroxysme étant, les européennes de 2019, c'est le retour des ligues, les années 30, Trotsky, quand vous avez fait 2 minutes et demie d'histoire, en ouvrant le manuel à la bonne page, devrait faire hurler de rire la France entière. Il faudrait dire aux gens de retourner à vos chères études. C'est exactement pas... C'est un mensonge. Mais ça, d'une certaine manière, ça fonctionne. Donc, puisque ça fonctionne, il n'y a pas de raison que de se priver d'utiliser cette espèce de ficelle, c'est même plus une ficelle d'ailleurs, c'est une espèce de cap transatlantique. C'est le management par la peur. Et tout est justifié, beaucoup en tout cas, de décisions, de dispositions législatives visant à raboter les libertés. Ça fonctionne sur le sort de la peur. Par exemple, sur le Covid. J'ai été pendant 25 ans élu local, quelques années comme maire et président de communauté d'agglomération. J'ai eu à ma charge, sous ma responsabilité, des services d'aide sociale et des visites à domicile pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Je sais comment fonctionne le tissu associatif dans une commune française, commune comme les autres, voilà. Et je sais qu'il y avait d'autres moyens que le confinement généralisé pour traiter la crise du Covid, en dehors peut-être des 2-3 premiers mois. Où là, je veux bien qu'on ait été surpris, même si quand on lit les ouvrages consacrés à la crise sanitaire, en fait, le gouvernement a été sourd. Parce qu'on a mis beaucoup de choses sur la tête de Madame Buzyn. En réalité, on se rend compte qu'elle a alerté, qu'elle a prévenu, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et qu'elle n'a visiblement pas été suivie. Parenthèse fermée. Il y a une richesse associative dans les territoires et les communes de France.
qui aurait parfaitement pu être utilisée si on avait accepté l'idée qu'on confine les gens qui sont contaminés par le virus et les personnes qui sont à risque. Celles-là, on les confine. Le reste, on continue de vivre normalement. Mais ça nécessitait quoi? Ça nécessitait simplement l'acceptation par les responsables de l'État que l'État ne peut pas tout faire. Moi, je sais comment on fait. Quand on est maire, on sait ça. Je sais comment on fait pour mobiliser un tissu associatif pour faire en sorte que des bénévoles aillent rendre visite tous les jours à ceux qui sont confinés pour aller leur apporter à manger, faire leurs courses, les trucs, donner un tas, voir si tout va bien. On sait organiser ça. L'État ne sait pas le faire parce qu'il est trop loin. Les maires savent le faire parce qu'ils sont tout près. Et on a voulu que l'État gère tout. Et quel était le ressort pour expliquer que l'État doit tout gérer? Si ce n'est pas l'État qui s'en occupe, vous serez malade. Et si vous êtes malade, vous mourrez. Encore le ressort de la peur. On reporte les élections municipales, ce qui a faussé le résultat, clairement. Enfin, quand une élection est conçue pour une semaine entre 2 tours et que vous organisez campagne électorale comme ça, quand vous mettez 6, c'est plus la même élection. C'est plus la même chose. Ça n'a plus rien à voir. Non, mais c'est fait, c'est fait. Élection où il était possible de sortir de chez soi pour aller voter, mais pas avant, pas après. Non, oui. Déjà, c'est curieux, mais bon. Non, oui, mais ça, c'est comme les virus qui naviguent à 1,50 m de hauteur, mais pas à 1,20 m. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir dans le café. Enfin, bref. OK. Très bien. Mais donc, c'est toujours la même chose. Ce ressort de la peur, on le met à toutes les sauces et on s'en sert pour prendre des dispositions qui réduisent nos libertés et qui accroissent la puissance ou le poids du contrôle sur nos vies quotidiennes. Les tentatives de censure des réseaux sociaux, c'est ça. C'est jamais agréable de se faire insulter sur Internet ou sur les réseaux, etc. D'accord, mais enfin, bon, c'est pas non plus... On va revenir sur la censure des réseaux. Mais il y a un point que je trouve intéressant, c'est-à-dire que pour reprendre votre métaphore du jet d'eau et de la pression, à partir du moment où on prend une décision, je reste un lecteur, par exemple, de Donoso Cortés, qui explique bien que l'un des principes même du politique, c'est la décision. Ouais. C'est prendre la décision. Et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à la pensée libérale, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vouloir inclure absolument tout le monde, on ne prend plus de décision. Et finalement, la pire des décisions de l'État au moment du Covid, par exemple, parce que vous parlez du Covid, c'est finalement d'avoir pris une fausse décision en expliquant que, au nom de la démocratie, au nom du suffrage universel, tout ce qu'on a développé déjà, il s'agit d'inclure tout le monde. Donc on va pas faire de choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'être malades et qui sont déjà malades qui sont déjà malades. Et il y en a qui ne le sont pas. Et il y en a qui ne sont pas susceptibles d'être malades. Donc il s'agit de faire un choix. C'est un problème philosophique plus ancien. Et la racine est plus profonde encore que ça. On est dans la logique libérale, vous avez raison. D'une certaine manière, réhabillé à la sauce marxiste. Alors pour les philosophes et les sociologues qui nous écoutent, ça s'appelle l'école de Francfort. Pardon. Et cette idée selon laquelle, au fond, une norme, quelle qu'elle soit, une règle, ne peut obliger légitimement un individu que s'il a participé à la détermination de cette règle. Ça s'appelle le consensus. Le maître mot est lâché. Il y a cette idée que c'est très ancien. Enfin, déjà chez les tout premiers libéraux, les Locke, Rousseau, enfin tous les auteurs du XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait cette idée-là déjà. La loi ne peut m'obliger que si je participe à sa rédaction ou à sa décision. Ce qui, pour un certain nombre de lois, est juste et pour d'autres, non. Mais cette idée, quand vous tirez la pelote et que vous allez jusqu'au bout, par définition, quand il s'agit de se mettre d'accord ensemble à plus de 1 sur quelque chose qui va devoir régir la vie quotidienne, ça peut prendre du temps. Pour que nos éditeurs s'en convainquent, regardez le temps que vous prenez à décider de quel film vous allez voir le soir même quand vous êtes 5 personnes. Et vous allez rapidement comprendre que dès que vous commencez à discuter sur quelque chose qui engage plusieurs, ça prend du temps. Donc le débat prend du temps, la démocratie prend du temps, tout ça prend du temps. Et ça peut briser des amitiés aussi. C'est pas illégitime. Par ailleurs, ça peut créer effectivement des dissensions profondes. Et donc c'est ça le problème. C'est en fait la conséquence de l'individualisme.
érigé en principe d'organisation. Donc là, on est encore dans des traces, alors encore une fois, matinée un peu colorée par les éthiques dites de la discussion, donc des perspectives plus gauchères, hein, clairement, que les perspectives, même si dans le libéralisme, il y a un pied gauche, hein, clairement. Enfin, c'est pas... Ceux qui pensent que les libéraux sont à droite se trompent. Enfin, il y a quelque chose là de très, très, très rapide et beaucoup trop carrément. Mais c'est d'une certaine manière la dernière conséquence, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, comme vous l'avez dit, de l'individualisme revendiqué par les sociétés contemporaines. Je fais ce que je veux. Alors, j'accepte un peu de contraintes au-dessus de moi, parce que sinon c'est quand même c'est le bazar. Hein, bon. Pardon. Mais au fond, c'est ça. Je ne peux légitimement être contraint par rien. Même pas la biologie, c'est la question des transgenres. Même pas les institutions. J'en fais ce que je veux, même pas. Enfin voilà, ça peut aller jusqu'à cette contestation-là. Et effectivement, comment dire, la conséquence, c'est que quand il s'agit de prendre des décisions pour de vrai, vraiment qui tranchent, eh bien, d'une certaine manière, au mieux de ce pire-là, on se débrouille pour faire un truc qui est le plus petit dénominateur commun, qui ne change rien, qui ne règle rien. Et au pire, on fait comme si on écoutait tout le monde et on fait autre chose. Et là, on est dans le camouflage et dans la démocrature, en fait. Eh bien, justement, puisque nous arrivons à la démocrature, il y a un exemple très précis que vous donnez, c'est le Crédit social chinois. Alors, vous allez juste peut-être revenir succinctement sur ce Crédit social chinois et comment il se matérialise. Mais surtout, moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée après avoir terminé sur le chapitre du Crédit social chinois. Ça m'a fait penser une forme de totalitarisme Haribo. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des crédits, vous avez des choses à remplir, vous avez comme un carnet de notes d'un bon élève ou d'un mauvais élève. Mais il vaut mieux être un bon élève et vous accumulez des points. On vous donne en fait un petit bonbon à la fin. Est-ce que finalement, puisque la Chine est en passe d'être le numéro 1 dans beaucoup de domaines, si ce n'est déjà le cas, est-ce que justement dans l'Occident, les pays occidentaux, donc les tenants de la démocratie, est-ce qu'on n'est pas amené, mais d'un point de vue purement logique, il ne s'agit pas d'être pour ou contre et de dire « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe » ou d'être complotiste, mais de simplement se dire « Bah écoutez, puisqu'il s'agit de gérer des populations qui sont de plus en plus difficiles justement à gérer et que notre principal ressort économique est fondé sur le principe de la consommation, eh ben, ne va-t-on pas arriver à une sorte de crédit social chinois, bon, qui sera un crédit social européen, d'Union européenne, bien sûr, ou que sais-je ?» Ce crédit social, il a en fait deux caractéristiques. La première, c'est que ça fonctionne comme un crédit revolving qui est réalimenté, mais sauf que le crédit revolving, il est alimenté mécaniquement par votre banque et vous pouvez tirer dessus tant que vous pouvez rembourser. Là, c'est vous qui alimentez votre propre crédit par des bonnes actions et des mauvaises actions. L'idée, c'est assez simple au fond. Le gouvernement chinois, dans les années 90, a considéré qu'il avait besoin de citoyens fiables et de confiance. Il s'est demandé comment il fallait faire. Et dans un premier temps, quand la Chine est passée à l'économie de marché, une question qui s'est posée, c'est mais comment se fait-il qu'il y a davantage de défauts de paiement chez les entreprises chinoises que chez les entreprises américaines en termes de remboursement de crédit? Alors ils ont monté une délégation de chercheurs, d'universitaires, de responsables économiques, politiques, etc., chinoises, qui est allée aux États-Unis pour voir comment les banques américaines procédaient. Et les Chinois sur place ont découvert la pratique du scoring, c'est-à-dire on regarde votre entreprise, puis on lui donne une note. Et en fonction de la note, alors est-ce qu'elle est bien gérée, est-ce qu'elle fait du bon chiffre d'affaires, est-ce que les bénéfices sont bons, est-ce que le management est opérationnel, est-ce que les produits sont bien placés, est-ce que les investissements sont, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de catégories. Comme les agences de notation, AAA, Exactement. etc. Et qui vous donnent en fonction accès à une certaine somme d'argent qu'on vous prête à un certain taux pour une certaine durée, en minimisant le risque pour le banquier par rapport à ce qu'il estime être la santé de l'entreprise. Et les Chinois ont importé ce système. Et puis ils se sont dit, mais il n'y a pas de raison qu'on ne transpose pas ce système de scoring des entreprises vers les individus. Et donc on va noter les individus.
Alors, noter une entreprise par le biais pour lui accorder un crédit, c'est pas très difficile parce que les comptes sont publics et puis l'activité. Voilà. Les individus, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, plus on entre dans un système d'économie de marché, évidemment, dans laquelle la règle est une certaine forme de liberté du commerce et de l'échange individuel, parce que sinon il n'y a pas de marché, il va falloir surveiller tout ça pour pas que les citoyens nous filent entre les doigts. Et on a inventé un mix de, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un crédit en nombre de points qui dit voilà, vous avez un certain nombre de droits qui sont adossés à votre crédit. À chaque fois que vous ferez une mauvaise action, le nombre de points sur votre compte diminue. Et quand vous arrivez en dessous d'un certain seuil, eh bien, il y a des choses que vous n'avez plus le droit de faire. Par exemple, admettons que le crédit initial soit de 1000 points, ça peut changer d'une ville à l'autre, etc. Mais le système reste le même là où c'est appliqué. Vous avez 1000 points au départ. Si vous passez en dessous de 700, eh bien, vous ne pourrez plus voyager à l'étranger. Vous n'aurez pas de visa. Si vous passez en dessous de 600, il y a des hôtels, des centres de loisirs auxquels vous n'aurez plus accès. Si vous passez au-dessous de 500, il y a des parcs de loisirs, des cinémas, des trucs, etc., où vous ne pouvez plus accéder. Si vous passez en dessous de 300, vous êtes confiné chez vous jusqu'à ce que vous fassiez des bonnes actions, etc. Si vous passez si vous traversez la rue en dehors des passages cloutés ou au feu rouge pour les piétons, on affiche votre trombine sur le grand écran qui est de l'autre côté du passage clouté, on vous retire 5 points. Mais si vous donnez 2 heures de bénévolat dans votre quartier pour aider un truc, vous en gagnez 20, etc. Donc en fait, c'est pour ça c'est un crédit revolving qui est alimenté à la hausse ou à la baisse par vos bonnes ou vos mauvaises actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la deuxième caractéristique, ça se connecte le système. Ça veut dire que dans le système du crédit social, les droits fondamentaux sont conditionnels. Chez nous, ils sont inconditionnels. C'est toute la différence. Alors, ils sont inconditionnels, sauf si vous faites des bêtises. Mais si vous faites des bêtises, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un système contraventionnel, comme un stationnement interdit, c'est automatique. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Dès que vous faites quelque chose de plus grave que ça, c'est correctionnalisé, comme on dit, vous passez devant le juge. Et vos libertés peuvent être réduites le cas échéant, mais d'abord c'est pour un temps donné, jamais à perpétuité. Ça n'existe pas, les condamnations à perpétuité en France. On peut s'en plaindre ou s'en féliciter, en tout cas ça n'existe pas. Et deuxièmement, à chaque fois qu'on restreint une de vos libertés, il y a une décision de justice. Là, non. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, d'abord, ma liberté de circuler est inconditionnelle. Ma liberté d'expression est inconditionnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me comporter correctement pour dire ce que je veux. On pourrait le regretter de temps en temps quand on voit ce qui se dit, mais c'est comme ça. Et tant mieux. En Chine, non. Si vous achetez dans une librairie un livre qui est un livre de je ne sais pas quel truc dissident, etc., qui peut se vendre, eh bien, comme vous payez forcément avec votre téléphone portable et il n'y a plus d'argent liquide, c'est enregistré, et donc on vous retire des points. Alors que si vous achetez un livre de Mao, vous gagnez des points. Exactement. Donc tout est là-dedans. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas tant la surveillance qui est un problème, c'est le fait qu'on s'y habitue et qu'on considère que finalement c'est passé sans importance. Non, ça n'est pas sans importance, surtout quand cette surveillance est couplée avec l'appareil que nous avons tous dans les poches, qui est comme la langue des Opes, la pire et la meilleure des choses à la fois, c'est-à-dire le téléphone portable qui sert de support à cette surveillance généralisée. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que j'aimerais bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est que nous vivons sous un régime de liberté inconditionnelle. Vous naissez, les hommes naissent libres et égaux en droit. Premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut débattre, on peut tout ce que vous voulez, mais enfin, le fait d'être un être humain nous confère, nous tous, vous compris, une palette de droits qui n'est pas conditionnée par rien, à part la citoyenneté qui donne accès, etc. Mais en dehors de ça, rien du tout. Et qui ne peuvent être réduits, ces droits, que si vous avez fait des bêtises au point d'en être privé temporairement, par une décision de justice, c'est-à-dire une procédure contradictoire, dont vous pouvez faire appel, et dans laquelle votre responsabilité peut être atténuée par des circonstances atténuantes, etc. Rien de tout ça n'existe en Chine. Vous achetez un livre d'un dissident, on vous retire 20 points, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de juge, il n'y a rien du tout. C'est complètement mécanique. Donc on entre dans quelque chose qui a l'air très sécurisé. D'ailleurs, les témoignages que je cite dans le livre de citoyens chinois qui vivent sous ce régime, à la fois comprennent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu baroque, on va dire ça gentiment, mais quel confort. Enfin, au fond, qu'est-ce qui peut vous arriver là-dedans? Rien, mais
mais vous êtes privé de tout, en réalité, sauf du confort matériel. Eh ben, précisément, puisque nous sommes dans un système, on l'a dit, qui est fondé sur la consommation et où le confort matériel est devenu finalement une des priorités de nos vies. Est-ce que nous allons nous cyniser, si je puis dire, d'une autre façon, à savoir que peut-être que ce côté carré, militaire, qui est sans doute plus propre aux sociétés orientales, et qui aura du mal à s'implanter avec nos sociétés plus latines, plus, pardonnez-moi l'expression, mais un peu plus bordéliques, où on n'aime pas, grosso modo, se faire dicter certaines choses. Mais est-ce que finalement, c'est pas le marché qui va réussir par un formidable tour de magie qui consiste à rentrer dans nos crânes? Est-ce que c'est pas le marché qui va nous pousser à sacrifier toutes les libertés que nous avons au nom justement du confort matériel? Par exemple, vous avez cité tout à l'heure, vous êtes très en pointe, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas encore, très en pointe sur les questions de bioéthique. Et justement, dans votre travail sur la bioéthique, vous avez noté une chose, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à l'exemple du bébé Amazon, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller acheter un enfant, on peut, après tout, pourquoi pas? C'est pas Amazon, mais presque. Voilà, il suffit de le choisir, on a un catalogue et tout. Vous le préférez comment? Yeux bleus, yeux bruns, voilà, cheveux blonds, un peu crépus, comment vous le voulez, quoi. Bon, comment on choisit une voiture? Oui. Est-ce que finalement, au nom justement du confort, au nom de la possibilité matérielle, au nom de la multiplicité que le marché nous offre, de possibilités d'achat, etc., eh ben, finalement, cette dictature-là, ou en tout cas ce totalitarisme marchand, a réussi, parce que pour moi maintenant c'est acté, a réussi à rentrer dans nos têtes et que maintenant les gens, enfin la population, les citoyens, qu'importe, on décide de laisser tomber les libertés et puis de dire, bah, écoutez, banco, si je dois avoir le crédit social chinois, mais qui va s'appeler autrement en, en Europe, Bon. eh ben, allons-y, comme dirait l'autre. C'est ça. Je ne sais pas répondre à votre question, ou plutôt... Question très pessimiste, hein, mais j'entends. Oui, Mais c'est ce qui me gêne, pour je être sais. clair. Je suis pas si... Je vois d'abord que, pour le coup, c'est vous qui étiez très optimiste tout à l'heure, quand vous disiez que dans des sociétés latines bordéliques, je vous cite, Mhm. c'est pas facile d'imaginer un système que le système... Je vous rappelle qu'on a quand même été confinés pendant 8 mois. Mhm. Donc oui, Donc en réalité, c'est peut-être un vieux souvenir, tout ça, oui. Ok. quand je mets les guillemets, s'y prend bien, on y Oui, arrive. on y arrive quand même. Bon. Mhm. En faisant peur aux gens, on arrive à tout, hein. C'est aussi simple que ça. Donc en réalité, non, l'idée d'un contrôle massif, comment dire, d'une surveillance massive, d'une restriction massive des libertés n'est malheureusement pas qu'une idée extrême orientale. Et bon. Elle est très en contradiction, vous avez raison, avec le monde latin, parce que le monde latin repose sur cette conviction que le sujet individuel a une valeur incomparable. C'est la question de la dignité de chaque individu, qui est une notion qui n'existe absolument pas dans l'univers est-asiatique et dans l'univers chinois en particulier. C'est la masse qui compte. Un peu d'ailleurs comme dans l'islam, d'une certaine Mhm. manière. C'est le Mhm. fondement de notre opposition à l'islam, c'est la force de la Le communauté. collectif. C'est le Mhm. collectif versus l'individu. Mais ça non plus, l'individualisme n'est pas une tradition chrétienne, n'est pas quelque chose qui relève de notre socle historique. C'est une mutation génétique, en fait, opérée par le libéralisme, comme on le disait tout à l'heure, qui nous met dans l'ennui. Appréciation personnelle. Je reviens à votre question. C'est très tentant. Parce qu'au fond, la liberté, c'est quand même la chose la plus difficile du monde, si on veut bien s'y attarder quelques instants. C'est très exigeant. Bon, c'est quand même un sport compliqué, Mhm. c'est dangereux, c'est aléatoire, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, dans la consommation, il y a quelque chose de tranquille, de paisible, de régulier, de très aseptisé, au fond. La question, c'est de savoir si ça peut rendre les gens heureux ou pas. Et ce qui est quand même très spectaculaire, c'est que quand on rencontre régulièrement des tas de gens un peu partout, comme c'est mon cas, le vôtre, et puis tous nos contemporains, au fond, mais j'ai la chance de pouvoir en voir un peu partout et comment dire, avec des préoccupations extrêmement différentes d'un territoire à l'autre, d'un moment à l'autre. À la fois, on voit une très grande détresse, un très grand dépit, une forme de désespérance au fond, de résignation. Alors ça dépend, c'est un problème de degré, hein. Des gens, dans beaucoup de cas, à qui on s'adresse,
Parfaitement conscient du fait qu'il n'y a plus d'horizon, enfin la désespérance des jeunes à l'égard des générations futures, la désespérance de, comment dire, on répète aux jeunes de 20 ans qui sont à l'école, et ça commence tout petit, hein, que la Terre va disparaître, qu'on va tous mourir, que, etc. Enfin, il y a un moment, ça finit, on finit par y croire, le problème. Donc en fait, cette désespérance-là, elle est guérissable, je pense, là aussi. Mais là où vous avez raison, c'est que elle est tellement enquistée, tellement accompagnée par les systèmes publics, l'assistance à la consommation, etc., que à force de mettre des cendres sur les braises, alors dans un premier temps, ça les garde vives, hein, et puis ça finit par les étouffer parce que ça manque d'air. Et donc c'est pour ça que l'enjeu, je crois beaucoup dans la capacité du peuple français à se redresser, parce qu'il l'a montré je ne sais pas combien de fois dans son histoire. Je vois que cette année encore, alors ça c'est simplement le point de vue d'un chrétien, mais il y a je crois près de 22 000 ou 23 000 baptêmes dans la nuit de Pâques qui ont été célébrés, ce qui est un record toute catégorie. Les pèlerinages sont pleins, les églises se remplissent, les gens reviennent à une vie de l'esprit. Je ne parle pas simplement de religion, je parle simplement d'une vie de l'esprit. Et c'est ça qui nous sauvera. Comment fait-on pour susciter dans un peuple davantage de goût pour la liberté et le risque que pour le confort et la ouate? C'est une question, mais vous savez, on prête au général de Gaulle cette phrase qu'il a dite à son gendre, le futur général de Boissieu, à propos de l'indépendance de l'Algérie. Et on prétend que de Gaulle aurait dit à son gendre: c'est pas ma faute si les Français ont préféré la Dauphine à la grandeur. Je ne sais pas si c'est, comme dit l'autre, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. En tout cas, il aurait tout à fait été capable de dire un truc pareil. Et voilà, il y a un moment où il faut aimer aussi un peu plus la grandeur et un peu moins la Dauphine. Mais les deux ne sont pas incompatibles. L'histoire de France démontre que quand elle préfère la grandeur, elle a aussi la Dauphine. C'est ça l'escroquerie. C'est qu'on vous dit, si vous voulez la grandeur, en fait, vous n'aurez pas de Dauphine. Non, je veux les deux. Comme Sainte Thérèse de Lisieux, je prends tout. La France, quand elle est grande, elle est prospère. C'est pas compliqué. Les autres pays, j'en sais rien, je connais pas leur histoire, mais je connais bien l'histoire du mien. Quand la France est grande, quand elle choisit, d'être à la hauteur de sa mission et de sa vocation, alors la prospérité vient avec. Parce que moi, je reste, c'est peut-être une contradiction un peu personnelle pour un croyant, mais souvent la nature reprend le dessus. Je reste un éternel pessimiste, mais quand même, je note aussi, vous l'avez bien, vous avez 2 longs chapitres sur le sujet dans le livre. C'est ce kyste-là dont vous avez parlé. Et il n'est pas automoteur, il n'est pas venu tout seul. Et il y a les individus aussi derrière. Moi, il y en a 2 en tout cas que je connaissais plutôt bien, mais qui, à mon avis, devraient être bien plus connus, bien plus familiers du public. Et vous les évoquez dans le livre. C'est Édouard Bernays et Walter Lippmann. Il y a une citation de Lippmann que vous donnez dans le livre, je vais la lire. C'est bien sûr l'étonnant succès que la propagande a rencontré pendant la guerre, on parle bien de la première, hein, la Première Guerre mondiale, qui a ouvert les yeux d'une minorité d'individus intelligents sur les possibilités de mobiliser l'opinion pour quelque cause que ce soit. Je retombe, moi, sur mes pattes lorsque j'entends ça et lorsque vous nous avez parlé tout à l'heure de Macron. Pourquoi? Parce que Macron et la Macronie, en tout cas les individus, tout ce personnel politique non professionnel qu'il était fier de mettre en avant, justement pour faire peur en disant: mais regardez, ce sont des gens comme vous, regardez, c'est formidable. Pour moi, c'est un petit peu le profil du manager, Macron. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait le job. J'adore Mauvais manager. mauvais manager, mais en tout cas, c'est cette phrase immonde qu'on entend souvent, c'est il fait le job. Très bien. Bon, tout ça, c'est qu'un job. Voilà. Bon, voilà. J'ai pratiqué des jobs d'étudiant quand j'étais gamin. Quand j'étais étudiant. Bref, je faisais des jobs. Voilà, je faisais des petits boulots. Voilà, donc finalement, être président, c'est faire des petits boulots. C'est comme être député, c'est un petit boulot. En quoi des individus comme Édouard Bernays, Walter Lippmann, vous allez nous parler un petit peu, sont justement ces ingénieurs, ou en tout cas ces individus qui ont compris au début du XXe siècle qu'il fallait rentrer dans la tête des gens, il fallait faire enquister cette idée que finalement, écoutez,
sacrifier un petit peu de liberté, accepter cette propagande larvée, sans évidemment prononcer le mot propagande une fois, mais accepter cette propagande larvée et accepter, comme vous l'avez dit, la dauphine plutôt que la grandeur. Ça part de la Première Guerre mondiale. Euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu, à l'exception de la commission pour la propagation de la foi, la propagande affilée, donc inventée par l'Église au XVIIe siècle pour propager la foi. D'ailleurs, la propagation a donné son nom à la notion de propagande. Et puis d'un bureau qui avait été inventé par la Révolution française pour s'assurer que les idéaux révolutionnaires irriguaient bien sur le territoire. La Première Guerre mondiale voit dans un premier temps s'affronter, comme vous le savez, les alliés de l'Allemagne contre la France et l'Angleterre pour aller vite. Les Anglais comprennent assez tôt que si les États-Unis n'entrent pas dans le conflit, ça va être très compliqué de repousser l'Allemand dans le contenu de ses propres frontières. Donc les Anglais inventent un bureau officiel de la propagande dans lequel on publie des textes qui sont destinés à faire passer les Allemands pour des barbares, des ogres, des espèces de salopards insupportables et qu'il faut absolument battre. Et le but de cette commission anglaise est très clair, est avoué, c'est de faire entrer les Américains dans la guerre. Et pour ce faire, le Premier ministre de l'époque convoque tout ce que l'Angleterre compte de très grandes plumes littéraires. Je n'en cite que deux qui sont parmi les plus connus. Conan Doyle, qui est le père de Sherlock Holmes, et Chesterton, qui est une des grandes plumes de la littérature et de la philosophie catholique occidentale. Immense esprit. Tous les deux, il y en a d'autres qui sont très connus, bref. Aux États-Unis, de l'autre côté, le président Wilson est réélu en 1916. Donc la guerre a déjà commencé depuis 2 ans. Et il promet dans sa campagne électorale que les États-Unis n'entreront pas dans la guerre. Mais quelques mois après sa réélection, au printemps 1917, 2 navires civils américains sont coulés par la marine allemande au milieu de l'Atlantique. Les Anglais appellent au secours et Wilson décide de finalement faire entrer les États-Unis dans la guerre. Il demande l'autorisation au Congrès, ce qu'est la Constitution, qui la lui donne. Et immédiatement après, comprenant que faire entrer les États-Unis dans la guerre, ça va vouloir dire solliciter du peuple américain des efforts particuliers en termes de travail et en termes de mobilisation de soldats. Il monte une commission dirigée par un monsieur Creel, ça s'écrit C-R-2-E-L, uniquement pour faire en sorte que, par de la propagande, les Américains, le peuple américain, soit petit à petit conduit à considérer que oui, il faut entrer en guerre, bien qu'ayant élu Woodrow Wilson, un an avant, réélu sur la promesse que les États-Unis n'y entreraient pas. La conjonction de ces deux épisodes, au fond, plus un tas d'autres péripéties que je ne détaille pas ici, qui sont décrites un peu dans le livre, installe l'idée que la propagande, qui jusque-là était réservée d'une certaine manière aux affaires de guerre, la propagande devient légitimement un moyen habituel de gouvernement. On a expérimenté la technique. La commission pour la propagation de l'information, la commission de propagande américaine, a eu des moyens absolument considérables, des films, des affiches, recruter des gens pour intervenir dans les réunions publiques. Les fameux Minutemen, c'était les gens qui avaient, dans n'importe quelle réunion, parents d'élèves, machin, se levaient pour dire il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Donc il y a tout un truc absolument considérable. Édouard Bernays et Walter Lippmann faisaient tous les deux partie de cette commission. Bernays est un peu plus connu que Lippmann. Lippmann n'est pas du tout connu en France, si peu que pas. Bernays est un peu connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, la propagande en anglais, dans lequel il décrit en fait ce que c'est que la manipulation des masses. Il décrit ça comme d'une banalité absolument affligeante, comme... de façon très franche et honnête. Hein. Ah mais sans aucune espèce de phare, ni de... Il écrit ça comme il vous expliquerait comment on fait des crêpes ou une tarte aux pommes. Enfin, c'est une forme de recette, c'est scientifique.
c'est de l'ingénierie, enfin voilà, tout ça, on sait comment il faut faire, et il faut le faire parce que de toute façon, c'est comme ça que ça doit marcher, parce que ça peut pas marcher autrement. Bon. Euh, et Bernays est un homme qui est connu pour avoir alors, le plus spectaculaire et le plus drôle, mais c'est là qu'on voit toute la force de la publicité américaine. C'est l'inventeur des relations publiques, hein, c'est de la publicité de masse, enfin on lui doit ça. Et on lui doit d'avoir accompagné les cigarettiers américains pour faire en sorte que les femmes américaines se mettent à fumer, alors que pendant un an, il n'y avait que les hommes qui fumaient. Et les cigarettiers avaient besoin de vendre des cigarettes. Donc il disait comment est-ce qu'on élargit La clientèle. la clientèle Mmh. pour faire fumer les femmes. Mmh. Donc Bernays a trouvé le moyen par des campagnes de pub pour faire en sorte que les femmes puissent fumer. En utilisant le féminisme. En utilisant bien sûr le féminisme, enfin Mmh. des suffragettes, etc., en plaçant des Mmh. femmes en tête des manifestations avec des clopes à la bouche, etc., enfin des trucs, voilà. Euh, et ayons en tête quand même que quand le Time Magazine publie, le Time Magazine aux États-Unis, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, ce qui m'étonnerait, mais c'est grosso modo Le Point plus l'Express, plus, enfin c'est tout ça à la fois. Mmh. C'est un truc Énorme. Mmh. massif. Mmh. Il publie en l'an 2000 les 100 Américains les plus influents du XXe siècle, et Bernays est dans la liste. C'est pour vous dire que c'est pas n'importe quel. Donc Bernays, c'est l'invention de la propagande et de la publicité, l'invention des relations publiques et la légitimation de l'utilisation en temps de paix et de manière habituelle par les gouvernements de la mécanique de la propagande, c'est-à-dire des bobards, pour être clair. Voilà, faut simplement l'orientation des comportements, y compris au biais par le mensonge. Il peut être intéressant aussi de constater, surtout dans la période que nous vivons, dans laquelle on peut avoir quelques interrogations plus que légitimes sur l'attitude des États-Unis en matière de politique internationale. Bernays participe activement à la campagne qui conduit à la destitution du président guatémaltèque Abetz. C'est Guzman, pardon. Parce que il avait décidé, ce président guatémaltèque, que la United Fruit, qui est une énorme compagnie Fruitière. fruitière, Enfin, comme son nom l'indique, mmh. qui dominait toute l'Amérique latine et qui était une des raisons de la révolution cubaine, hein, quelques années plus tard. United Fruit, ils voulaient mettre dehors United Fruit, et alors le gouvernement américain a considéré que ça n'était pas possible, et c'est Bernays qui s'est débrouillé pour que ce pauvre Guzman passe pour un communiste radical, ce qui n'était absolument pas, et donc qu'on puisse justifier sa destitution. Donc c'est un homme qui a trempé Vendu dans un ce coup genre d'État. de... Voilà. Oui, c'est ça exactement, c'est Mmh. ça, mais Mmh. c'est très... Enfin, les Américains sont très coutumiers du fait, hein, pour être clair. On s'est beaucoup étonné de l'opération du Venezuela il y a quelques mois, mais enfin, c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait, et certainement pas la dernière, parenthèse fermée. Donc voilà pour Bernays. Lippmann fait aussi partie de cette commission. Lippmann est un homme qui est plus discret, plus prolixe en termes d'écrit. C'est un grand intellectuel, Lippmann, on peut dire ça, à qui on doit en particulier deux expressions qu'on emploie désormais dans le langage courant, la notion de stéréotype en psychologie et la notion de guerre froide. C'est lui qui invente l'expression guerre froide. Il a été conseiller de je ne sais pas combien de présidents américains. Il est mort à la fin du XXe siècle. C'était un pragmatiste du point de vue de sa filiation philosophique, c'est-à-dire un pragmatiste, c'est quelqu'un qui considère que la valeur morale d'une action dépend uniquement de son efficacité. Alors, c'est quoi l'efficacité ? C'est subjectif, donc par définition, les normes universelles, les trucs, le bien, le mal, tout ça, n'a plus le droit de citer. Ce qui compte, c'est d'être efficace. Et Lippmann, grosso modo, publie une œuvre extrêmement dense, théorise en fait la chose suivante. Le public, le peuple, ne peut pas être souverain. On dit qu'il l'est. La démocratie repose sur cette affirmation de principe. Mais il ne peut pas l'être. Et il ne peut pas l'être parce que il ne peut pas jamais être en situation de posséder tous les éléments dont il faut avoir la connaissance pour prendre une décision proportionnée. Le citoyen éclairé n'existe pas. Non. Voilà. Et il y a deux raisons à l'échec des démocraties occidentales qui s'est manifesté
depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la crise de 29, et c'est spectaculaire quand vous prenez l'enchaînement, il y a quelque chose de... Bon. Mhm. Elles ont échoué pour deux raisons. La première, c'est qu'elles ont cru que le peuple pouvait être souverain. Et la deuxième, c'est qu'au cas où elles s'en seraient rendues compte qu'ils ne pouvaient pas l'être, elles ont cru qu'elles pouvaient corriger cet état de fait par des politiques massives d'éducation, qui sont vouées à l'échec, parce que de toute façon, même si vous éduquez beaucoup les gens, il n'y a aucun bouquin qui leur dira comment il faut... quand vous êtes au fin fond de l'Oklahoma, alors c'est lui qui prend cet exemple à un moment de ces... Quand vous êtes au fin fond de l'Oklahoma, vous ne pouvez pas savoir s'il faut faire la guerre en Inde, ou en Indochine, au Japon ou ailleurs, c'est pas possible. Mhm. Donc il faut tirer les conséquences de ce constat. Par ailleurs, est survenue à la fin du 19e siècle une énorme crise économique dont j'ai découvert l'existence en travaillant sur le sujet. Je n'avais jamais entendu parler de cette crise-là auparavant. Colossale, crise de 1873, qu'on appelait la grande déflation, la grande panique de 1873. Bien plus importante que celle de 29. Bien plus longue. Mhm. Qui démarre comme la crise des subprimes à Vienne en Autriche, qui traverse l'Atlantique, qui met 10 États des États-Unis en banqueroute, qui fait fermer une petite centaine de compagnies ferroviaires, ce qui était à l'époque le sang de l'économie américaine, qui met sur les routes des centaines de milliers de chômeurs, des émeutes tuent des milliers de personnes, et ça se termine en 1905, donc presque 30 ans après, plus de 30 ans après. En ayant, au passage, fait perdre à la Grande-Bretagne son statut de leader industriel du monde de l'époque, et de 3 autres conséquences de cette nature. Et ça produit chez les libéraux une conviction qui est que, alors que le libéralisme était fondé sur l'idée que finalement l'individu s'émancipe à l'aide du marché, pourquoi ? Parce que l'objectif du libéralisme, c'est de faire en sorte que l'individu échappe à l'arbitraire du pouvoir. Or, dans la relation de commerce, on est d'égal à égal. Il n'y a pas de plus riche, plus puissant, plus petit, plus beau, plus grand, plus fort, plus je sais pas quoi. Il y a deux personnes qui passent un contrat que les juristes appellent synalagmatique. Donc ça veut dire que les obligations des deux sont identiques au contrat et leur responsabilité est identique. Et c'est une espèce de meilleur symbole possible de ce que peut être l'égalité de droit entre les individus, le commerce. Donc c'est pour ça que le commerce, en plus du fait que ça permet de faire manger les gens, ce qui est quand même pas rien, est le meilleur moyen de l'émancipation de l'individu. Et on va laisser fonctionner les choses comme ça pendant un temps. Mais ça va produire la crise de 73, avec de manière plus ou moins lointaine la Première Guerre mondiale. Ça produit la crise de surproduction des années 20, des Roaring Twenties, les années folles, comme on a dit en France. Ça produit la crise de 29, qui n'est pas la même crise que la crise de la surproduction à la fin des années 20, ça c'est en 29. Et les libéraux se disent, nous avons un problème. Comme Tom Hanks dans Apollo, Allo Houston, nous avons un problème. Le problème, c'est que si effectivement on doit faire fonctionner l'économie de marché en faisant une confiance aveugle à la rationalité des individus et à la capacité de chaque individu à produire l'intérêt général simplement par le fait même qu'il cherche son intérêt particulier, ça marche pas. Donc il va falloir trouver quelque chose. Mais ça marche pas, mais on ne peut pas supprimer l'économie de marché. Parce que sans économie de marché, il n'y a pas de prospérité possible, il n'y a pas de production de richesse, les gens mangent plus, n'habitent plus nulle part, enfin bref. Donc l'idée, c'est, de ce double constat, il faut tirer un projet politique. Premier constat, on ne peut pas faire confiance à la rationalité humaine, individuelle. Deuxième constat, il faut maintenir l'économie de marché. On ne peut pas raboter, ni supprimer, ni réduire la seconde. Donc on va raboter, réduire la première. Et donc c'est pour ça que je dis, on va mettre la liberté individuelle au service de la performance du marché. Cette mutation, cette inversion, c'est le passage du libéralisme au néolibéralisme. Son enracinement, c'est les crises de la fin du 19e avec les guerres du 20e et les crises économiques du 20e, liées à la conviction que Lippmann porte, selon laquelle il n'y a pas de souveraineté populaire possible, et donc c'est un mensonge. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens que c'est un mensonge, parce que si vous leur dites, en fait, vous allez rire, en fait, vous n'êtes pas souverain, et on se moque de vous, ils ne vont pas être contents. Donc, il ne faut pas leur dire. Donc, il faut maintenir, d'une certaine manière, dans l'illusion de l'existence de cette souveraineté, et puis transférer ailleurs
le pouvoir de décision et la gestion de la cité. Et où ailleurs, entre les mains des experts. Et on arrive à la démocratie d'experts dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Exactement. Et tout ça a été écrit il y a 100 ans. et il y a 100 ans. Et une chose aussi que vous rappelez dans le livre, qui n'est pas si surprenant, mais que je trouve intéressante, c'est que des gens comme Lippmann sont des socialistes au départ. Ce sont des collectivistes, c'est-à-dire que, ce que vous évoquiez, on va parler là du libéralisme, mais c'est la raison pour laquelle la division gauche-droite, libéraux et Ça n'a pas, collectivistes ou ça a pas de sens. socialistes, communistes, etc. Machin. Bon, tout ça pour moi est une vaste blague puisque on a quand même donc ces fameux experts, ces grands libéraux, ces gens qui vont être à la manœuvre justement pour faire muter le libéralisme, qui sont dans le fond des socialistes, des collectivistes convaincus, Alors, mais qui vont mais avec une certaine subtilité, bien sûr, mais qui vont réussir à allier l'un et l'autre pour donner le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. je pense que Bernays est un matérialiste. Je dirais pas qu'il est socialiste, je dirais qu'il est matérialiste. C'est un double neveu de Freud, hein, on dit ça dans les livres d'histoire. Mhm. Les gazettes disent qu'il manquait pas une occasion de le rappeler. Et le freudisme est c'est un système profondément matérialiste. Enfin, il n'y a pas de dimension spirituelle dans le. Euh, et je pense que sa conviction, et l'idée selon laquelle la manipulation, la propagande, la manipulation des masses est un outil légitime du gouvernement, est alimentée aussi par la vision matérialiste de son oncle, du psychisme humain qui peut être orienté par des stimuli, matériels. Il suffit de bien les orienter correctement pour diriger les comportements. C'est tout ça. Est-ce qu'il est socialiste pour autant collectiviste? Je dirais pas ça. C'est pas le problème de Bernays. Euh, Lippmann, c'est plus compliqué parce que enfin, c'est un exercice toujours un peu délicat de résumer en quelques minutes 70 ans de travail à peu près. Je parle de Lippmann. C'est vraiment très intéressant à lire. C'est l'histoire d'un siècle au fond. Il y a cette fameuse conférence Lippmann en 1938 en France, qui est une espèce de point d'orgue de la volonté de réformer le libéralisme de l'intérieur. Et là, il convoque tous les grands esprits européens de libéralisme, y compris d'ailleurs Raymond Aron et Jacques Rueff, qui deviendront des personnages centraux de l'économie française après la guerre. Rueff, ministre de Gaulle, et c'est pas la peine de présenter Raymond Aron. Puis il y a d'autres gens qui sont là aussi, Polanyi, enfin le frère de Polanyi, etc., des sommités vraiment du monde libéral. Et leur obsession, c'est de trouver le moyen de réguler. Mais c'est pas de réguler pour protéger l'être humain. Il y a 6 conclusions de cette conférence Lippmann. Si nos auditeurs cherchent conférence Lippmann sur Internet, ils vont trouver très facilement. Les 6 conclusions sont là pour protéger le marché à nouveau. Mais il faut réguler parce qu'on se rend compte que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, si vous laissez les forces aveugles, la main invisible, enfin tout ce que pensaient les physiocrates du XVIIIe siècle, libéraux du XVIIIe siècle, agir toutes seules, c'est un cours à la catastrophe. Et je vois très bien Lippmann expliquer à ces grands esprits, qu'il avait d'ailleurs compris sans doute en lui, regardez les 50 années qui viennent de s'écouler, depuis 1880 jusqu'en 1938, et vous verrez le désastre. Le désastre, parce que je veux bien, j'en dis un mot d'ailleurs dans le livre, je veux bien que on glorifie la puissance du capitalisme industriel, sa capacité à produire, enfin, à quel prix social? Quel prix? Faut quand même voir ce que ça a donné. Enfin, y a quelques motifs enfin, on comprend pourquoi Zola écrit ce qu'il écrit, on comprend pourquoi on s'intéresse à la condition ouvrière, Dickens en Angleterre et puis d'autres chez nous, et pourquoi le Papillon XIII publiait Rerum Novarum en 1891, quand même, il y a quelques motifs. Bon. Donc, je pense pas que. Je sais pas si Lippmann est collectiviste. Ce qui est sûr, c'est que ces deux-là, Bernays et Lippmann, puis d'autres avec eux, bien sûr, ont perdu, ou ont écarté, je ne sais pas s'ils l'ont perdu, ont écarté l'idée que il faut que la puissance publique consacre du temps à améliorer les individus, à rendre les individus plus instruits, plus éduqués, etc. En fait, ça sert à rien et on peut arriver à des résultats équivalents sans ces efforts-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que le temps passe vite et on doit se diriger vers la fin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un profond problème au sein de l'école libérale? Si, il y en avait qu'un. Parce qu'il y en avait qu'un, oui, mais en tout cas un profond problème fondé sur le contractualisme hobbesien, voire même plus loin, puisque vous nous expliquiez tout à l'heure que
Il y a une forme de déconnexion entre la morale et le politique. Et ça, on le trouve des Machiavel finalement. Ah oui, bien avant, oui, C'est-à-dire bien sûr. que cette mutation du libéralisme en néolibéralisme, c'est une forme de travestissement aussi du mot liberté, où l'individu est condamné à devenir un rouage du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme politique, je résume un petit peu la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir en arrière, on peut essayer de limiter les effets? Ou est-ce que ça, par exemple, les gens qui liront Marx diront, mais de toute façon, c'est réglé, c'est plié, puisque c'est la marche du capital. Alors, est-ce que précisément, on décide de donner un petit peu de crédit aux politiques, histoire de changer un peu la vapeur du bateau et on décide de changer de direction? Ou est-ce que finalement, bon, Que ça soit ceux qui pensent que c'est la marge du capital ont raison. C'est-à-dire que le drame du tome 1 du Capital de Karl Marx, c'est qu'il est juste. C'est qu'il a prophétisé l'autodestruction du capitalisme par lui-même, d'une certaine manière. Alors, espèce de fuite en avant que constitue la financiarisation extrême du capitalisme aujourd'hui n'est qu'une fuite en avant, mais ça va se terminer, comment dire, aussi mal qu'on peut l'imaginer. D'ailleurs, à chaque fois, les crises sont plus violentes et il y en aura une dernière de toute façon, je ne sais pas quand, mais je pense que ça peut être corrigé parce que, en réalité, il y a une condition, mais qui est très difficile à remplir. C'est que les responsables politiques traitent les sujets au plan politique, pas au plan de la gestion. C'est pour ça que mon dernier chapitre parle du rétablissement de l'autorité et du respect. Ce sont des conditions de possibilité, comme disent les philosophes, sans lesquelles il n'y a pas de société possible. Mais pour que l'autorité existe, il faut qu'elle soit respectable, et pour qu'elle soit respectable, il faut qu'elle soit exemplaire. Donc la première question que devraient se poser les candidats présidentiels, c'est comment je rétablis le lien de confiance entre la classe politique et le peuple français pour que la classe politique pour que le peuple français, regarde sa classe politique comme un sujet d'exemple. Quels engagements les politiques peuvent-ils prendre dans ce sens? Quelles sanctions est-ce qu'on peut infliger aux responsables politiques qui trahiraient leurs paroles, feraient des trucs de travers, etc. Comment est-ce qu'on fait? Posons-nous la question de savoir, dans une organisation qui est en crise, dans une amitié qui est en crise, dans un amour qui est en crise, comment fait-on pour rétablir la confiance? Quel type de disposition on prend? On sait lesquelles il faut prendre. Il faut simplement essayer de les transposer sur le plan politique. Il y a des clés institutionnelles pour ça. Des gages, d'une certaine manière, donner des gages au peuple pour ça. Et puis, il y a la question du respect, c'est-à-dire l'autorité. Comme disent les philosophes, l'autorité, c'est le droit de créer des obligations. Qu'elles soient formelles d'ailleurs ou informelles, qu'elles soient légales ou autre chose que légales. Le pendant de l'autorité, c'est le respect. C'est pour ça que je parle de ce rétablissement-là. Et la deuxième question que les responsables politiques doivent se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à rétablir le respect sur toute la chaîne de décision, toute la chaîne de vie des Français. Et une fois que vous aurez fait ça, mais on va se débrouiller tout seul, on est grand. Hein. Parce que vous voyez, pour faire peut-être 2 minutes de politique de flash-forward, comme on dit, de projection dans un avenir proche. Dans un an, ce sont les élections présidentielles. Enfin, c'est l'élection présidentielle. En fait, on sait ce qu'il faut pour réformer notre pays. Alors, selon que vous êtes droitier ou gaucher... chacun aura sa formule. Chacun a sa formule. Enfin, globalement, chacun sait ce qu'il faut faire. Et chacun est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire. Ne pas se raconter d'histoire, surtout sur le bord droit de l'échiquier. Enfin, voilà, on est quand même globalement... On ne le dit pas avec les mêmes mots, mais enfin, bon, on dit... Mais il y a 5 ou 6 décisions à prendre. Pas plus que ça. Alors, les auditeurs veulent savoir. Hein. Ah oui, ils vont comprendre tout de suite, parce que je pense être d'accord avec moi aussi. Ces 5 ou 6 décisions consistent à se fâcher avec un certain nombre d'organisations ou de gens qui ont trop de pouvoir dans notre pays qui nous empêchent de respirer. Washington, l'OTAN, Bruxelles, les lobbies LGBT qui sont dans les écoles, un certain nombre de gens de la haute fonction publique, quelques organisations syndicales ça et là, 2 ou 3 mammouths organisationnels de l'administration française, et voilà. Il faut se fâcher avec ces gens. Il faut leur tordre le bras, en leur disant, vous avez trop de pouvoir, c'est fini, maintenant vous arrêtez de nous embêter. Et quel est le problème que nous avons? Il est simple à décrire. Les gens qui sont prêts à se fâcher ne sont pas prêts d'accéder au pouvoir,
Et ceux qui sont prêts à accéder au pouvoir ne sont pas prêts à se fâcher. Voilà la situation de la France. Est-ce que c'est bloqué pour autant? Non, à la condition que, comme dans l'armée, dans l'armée, il y a des régiments du train, des radios, la logistique, qui s'occupent de la base arrière, et puis il y a le 13e RDP, les grenadiers voltigeurs, la Légion, qui eux, vont prendre des collines, et voilà. Il faut la conjonction des deux, parce qu'il ne s'agit pas de tout casser. Dieu merci, il y a des choses qui fonctionnent en France. Et moi qui ai piloté pendant 25 ans de ma vie des collectivités territoriales, je veux pouvoir dire ici que j'ai une très grande confiance dans les fonctionnaires territoriaux, qui sont loyaux, qui travaillent, qui sont compétents. Il ne s'agit pas de leur couper la tête, ça n'a aucun sens. C'est pas là qu'est le problème. Le problème n'est pas dans les entreprises françaises qui ne savent pas faire. Le problème, c'est la surréglementation qui les étouffe. Donc on sait ce qu'il faut faire. Ce sont des mécaniques d'alliance qui doivent permettre de le rendre possible ou pas, avec des gens qui sont peut-être plus à l'aise pour maintenir l'existant qu'il faut maintenir parce que tout ne peut pas être cassé d'un coup, puis d'autres qui sont prêts à aller au carton, comme on dit, et à faire en sorte de changer les choses. Et c'est là que rentre en compte la dimension de l'autorité et du respect. Et c'est comme ça, je pense, en montrant aux gens qu'on est capable d'améliorer leur existence au quotidien et de trouver des solutions pour les problèmes qu'ils ont. Pas de blablater, hein. C'est ce qu'on reproche beaucoup de politique, de toute façon. Vous blablatez beaucoup et au final, bon. Il ne se passe rien, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on peut sortir de cette équation-là, on peut éviter cette société de la surveillance, même si elle est tentante. C'est un bonheur pour les dirigeants, hein, parce que ça leur permet de faire après ce qu'ils veulent en toute tranquillité. Elle a l'air confortable d'un faux confort pour les habitants. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les bandits grands chemins du Moyen-Âge, demander la bourse ou la vie aux diligences ou aux carrosses qu'ils attaquaient, ça voulait dire donne-moi ton argent ou je te tue. Aujourd'hui, la bourse ou la vie, c'est donne-moi ta vie et je te laisserai ta bourse. Abandonne ta liberté, tu vivras dans le tu vivras dans la boîte. Voilà. Sinon, si tu veux te mêler des choses, ça va pas bien se passer. Je suis pas sûr qu'on ait envie de vivre dans une société comme celle-là. J'observe en tout cas, c'est pourquoi j'ai écrit aussi ce livre, c'est que on n'a jamais proposé ce projet de société aux Français. On leur a jamais dit ça. On leur a jamais dit, mets-le-toi de ce qui te regarde et tout ira bien. Lorsque monsieur Amiel et monsieur Émélien sont sortis de l'Élysée par l'escalier de service après l'affaire Benalla en 2018, c'était deux conseillers proches d'Emmanuel Macron. Il y en a un d'ailleurs qui est devenu ministre des Comptes publics depuis, monsieur Amiel. Ils ont dit qu'ils sortaient parce qu'il fallait qu'ils écrivent le projet de la réélection de M. Macron en 2022, 4 ans avant. Ils ont écrit un petit livre qui s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Tous les mots sont importants. Nos auditeurs ne devraient pas perdre de temps à lire ça. S'ils le lisent, ça ne va pas les fatiguer. Je dis souvent, si j'avais rendu ça comme mon mémoire de maîtrise, je pense que j'aurais pas eu mon diplôme. Donc voilà. Qu'est-ce qui est marqué dans ce livre? 2 choses. Premièrement, les pouvoirs publics sont là pour donner le maximum d'opportunités à tous les individus. Ça veut dire je pose les opportunités, maintenant vous débrouillez. Le reste, c'est pas de mon ressort. C'est l'abandon, c'est de la jungle. Voilà. Démerdez-vous. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ça a l'air appétissant, parce que je vais pouvoir faire ce que je veux. Non, t'es seul au monde, mon grand. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut d'abord que tu comprennes que t'es seul au monde. Et une fois que tu as compris que t'es seul au monde, à ce moment-là, tu peux essayer de faire ce que tu veux, mais c'est plus difficile. Et le deuxième aspect qui est important, c'est surtout les corps intermédiaires, laissez les grandes personnes s'occuper de la politique. C'est pas pour vous. Occupez-vous des merguez, des kermesses, de vos fêtes d'école, des congrès, etc. Faites des adhérents. Mais la politique, c'est pas pour vous. C'est pour les grandes personnes, donc laissez faire les grandes personnes. Et en définitive, ils y sont. C'est plutôt ça qui s'est produit. Le macronisme, c'est ça. Nous nous occupons de tout. Mais nous allons le faire d'une manière qui n'est pas transparente. Si je m'occupe de tout en ce qui vous concerne et que je vous dis ce que je fais,
Un peu comme les aidants qui sont au pied au chevet des malades et qui expliquent en permanence ce qu'ils font pour... Mmh. Ça s'appelle un service. Mais si je m'occupe de toute votre vie sans rien vous dire et qu'en plus, c'est pas vous quand il y a votre vie, c'est moi, ça c'est du vol, c'est pas un service. Et voilà, je pense que cette mutation-là, nous la vivons. Elle n'est pas irréversible. Elle nécessite que des changements politiques au plus haut sommet de l'État se produisent de manière assez spectaculaire, dans les conditions que j'ai expliquées tout à l'heure. Nécessite une mécanique d'alliance dont aujourd'hui je ne vois pas le premier commencement. Et surtout, une prise de conscience des Français à propos de ce vers quoi on les oriente sans leur dire. Et on est encore dans une phase, ça change à cause de la vérité qui sort petit à petit sur le Covid. Puis il y aura d'autres choses. On est dans une phase encore où il faut que la prise de conscience des Français se fasse. C'est pas encore suffisamment vif, à mon avis, puisse ce livre y contribuer. Y contribuer. Ce sera ma dernière question, Monsieur Poisson. Le temps passe très vite, il reste moins de 5 minutes. Pour boucler la boucle, on a commencé cet entretien par l'idée de transcendance et par le questionnement qui fait que les individus ne peuvent pas se contenter de la ouate, justement. Est-ce que une perspective politique, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu dans les conclusions du livre, c'est une forme de catholicisme social, c'est une volonté à la fois d'inclure dans la logique sociale qui est nécessaire, indispensable dans toute société, d'y mettre quelque chose de transcendant, de mettre quelque chose qui justement ne relève pas uniquement du matériel et de se contenter de cette espèce de matérialisme sans Dieu dans lequel nous vivons maintenant depuis... Sans Dieu, c'est-à-dire sans rien. Donc sans rien. Parce Oui. qu'en fait, c'est le problème, c'est que quand vous évacuez Dieu, vous évacuez tout. Même si vous n'avez l'impression que de congédier une seule chose ou un seul être, en réalité, vous vous privez de tout. Y compris la dignité, d'ailleurs. Et c'est un des grands sujets modernes, au fond. Je pense, oui, que d'ailleurs, nous avons inscrit dans notre parti politique, dans le statut, le fait que c'est la pensée sociale chrétienne qui inspire notre action et nos décisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit au christianisme, historiquement, d'avoir fait entrer dans l'histoire des idées l'idée d'une dignité universelle de tous les êtres humains, l'idée donc d'un respect intégral dû à chacun de ces êtres humains, sans condition, sans exception et sans restriction, l'idée que personne ne naît ni ne vit tout seul, mais que, même si on doit faire son salut chacun pour soi, on ne le fait jamais que grâce à ceux qui sont autour de soi. L'idée qu'il y a un bien et un mal et que on est plus heureux si on s'attache à faire le bien que si on s'attache à faire le mal. Toutes ces idées-là, donc ça veut dire qu'il y a une justice, ça veut dire qu'il y a des déclinaisons dans l'ordre social et dans l'ordre économique qui respectent ces principes-là et qui relèvent d'ailleurs bien davantage de la vertu des gens, donc de l'éducation, que des règlements, même si des règlements peuvent de temps en temps rendre plus facile les bonnes actions que d'autres. Donc cette inspiration-là, cette idée selon laquelle la première valeur de la cité, c'est la dignité humaine, c'est la personne humaine au fond, et que tout doit être orienté à ça, au respect de cette dignité, et qu'on doit s'interdire toute disposition législative qui attenterait à la dignité humaine, et veiller à ce que, au contraire, toutes les lois la confortent et la favorisent. Ça, c'est l'inspiration du christianisme social. Ne soient pas les seuls à penser ça. Mais chez nous, c'est enraciné dans cette conviction que, heureusement que la dignité humaine ne dépend pas du regard qu'un autre homme porte sur elle. Heureusement, parce que le regard de mon voisin change. La conviction des parlements change. Les textes de loi changent. Quand c'est enraciné dans la nature, si vous préférez, ou dans la volonté de Dieu, ce qui est la position des croyants, ça ne change pas. C'est ça l'avantage. Et vous savez, dans la préparation des lois de bioéthique de 1994, l'ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei, qui était député à l'époque, rend à Édouard Balladur, Premier ministre, à la Toussaint 93, un rapport qui s'appelle « La vie en question ».
ce rapport prépare la discussion des lois de bioéthique qui aura lieu en avril-mai, quelques mois plus tard, 94. Et dans ce rapport, il y a cette phrase. Et je la cite à peu près à chaque fois que je prends la parole parce qu'elle est emblématique du monde dans lequel nous vivons et l'inverse de ce que nous pensons. Voilà ce que dit Jean-François Mattei. L'avis en question, c'est à la documentation française, c'est dans l'introduction, si ça intéresse aux auditeurs. Je cite mot pour mot. Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de la condition humaine. Fin de citation. Comme c'est enregistré, je ne vais pas la répéter parce que nos auditeurs, ils pourront la passer. Ça, c'est dans un rapport officiel, il y a 30 ans, rendu au Premier ministre de la République française et soumis à discussion au Parlement national, à l'Assemblée nationale. On aurait pu inscrire ça au fronton d'un certain nombre de camps de prisonniers dont nous considérons qu'ils sont les heures les plus sombres de notre histoire. D'ailleurs, nous considérons à raison. Cette tyrannie-là, du corps social sur les individus, elle n'est pas supportable. Et nous y allons petit à petit. La bioéthique, c'est ça. L'euthanasie, c'est ça. Le contrôle social, c'est ça. Voilà, cette phrase-là résume exactement le monde qui s'approche et dont je ne veux pas. Le monde qui s'approche et dont nous ne voulons pas, en tout cas vous ne voulez pas, et tant mieux, moi non plus. Hein. La dictature du bien aux éditions du Verbeo. Merci Monsieur Poisson. Merci à vous. Pour cet entretien très riche. Merci chers auditeurs pour votre attention. Vous connaissez la petite musique, vous mettez un j'aime, vous partagez avec vos amis, vos ennemis, hein, qu'ils soient libéraux, communistes, qu'importe. Mais en tout cas, partagez, commentez, parce que c'est important. Et souscrivez également à la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour un prochain entretien. À la prochaine.